les gens font cette erreur parce qu'ils se basent sur un certain consentement qu'on peut appeler pseudo-consentement, puisqu'il y a des réactions en réalité physiques, donc physiologiques, chez la femme, par exemple la sécrétion de la cyprine, donc de la lubrification, qui portent, en fait, qui font croire aux gens que, en fait, aux hommes, donc aux violeurs, que la femme est consentante, en fait, finalement est consentante. Ce n'est pas le cas, la lubrification n'explique pas toujours que la femme est consentante, hein, ou que la femme jouit. Parce qu'il y a des réactions, donc il y a des réflexes qui échappent au contrôle. Il y a certaines réactions qui échappent au contrôle de notre cerveau. Donc, naturellement... Comme quoi la lubrification est naturelle. Oui, pendant le viol, par exemple, des études récentes qui ont montré en réalité que c'est une réaction adaptative. Donc, c'est une manière de l'organisme de se protéger contre le danger et donc d'éviter qu'il y ait des blessures, il y ait des déchirures, il y ait des saignements pendant l'acte de viol. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas synonyme de jouissance. De consentement, de jouissance, non. Même dans le milieu juridique, de plus en plus, les gens ont compris. Et donc, voilà, elle a quand même joui, et puis il y a les preuves, il y a des prélèvements, mais désormais, c'est connu qu'il y a des réactions, donc réflexes, qui échappent au contrôle du cerveau, et dans la lubrification pendant un viol. Des réactions qui échappent au contrôle du cerveau, mis à part la lubrification. Comme on est dans le contexte du viol, je pense que ce n'est que de ça qu'on peut parler. On peut parler. Mais il y a également un intervenant qui l'a souligné. Lorsqu'on parle également de viol, il y a le viol par personne purement étrangère. Là, on a souvent tendance à parler des filles qui sont violées, des jeunes filles qui sont violées. Ça, c'est très rare. Les études ont montré que la plupart des, donc 90%, non, plutôt 80% des cas de viol sont commis par des personnes connues. Voilà, des personnes connues. Des personnes connues. Oui, et sont commis dans, en fait, soit au domicile du violeur, soit au domicile de la violée. Ouais, donc les personnes inconnues, les cas de personnes inconnues, ces cas, on trouve des occasions pour forcer des femmes. Alors, si je comprends bien, quand on parle de viol sur la femme et qu'on va au niveau, bien sûr, de la justice, on n'a pas besoin d'apporter des preuves, genre, bon, il y a eu blessure, il y a eu ceci, non. Il suffit juste d'apporter la preuve que le rapport sexuel a eu lieu, sans consentement. Oui, sans consentement. Il suffit d'apporter des preuves que ce rapport a eu lieu et que cela a été sans consentement. Parce que là, c'est aussi délicat, hein, c'est un domaine assez compliqué, le dossier de viol. Vraiment, il y a des spécialistes. Mais quelles sont ces conséquences, les conséquences de cet état de choses, de cette situation? L'après-viol aussi, il faut savoir le gérer. Le viol, même dans le couple. Oui, même dans le couple. Mais je vais parler un peu des conséquences générales et ça ira avec les cas de viol en couple. Je pense que c'est surtout sur ça que nous devons mettre l'accent parce qu'il y a énormément de conséquences. Déjà pendant le viol, il y a que la violée est blessée, donc peut être blessée quand bien même l'organisme peut essayer quand même de faire quelque chose, de développer une défense. Il peut y avoir des saignements, il peut y avoir des déchirures, donc déjà ces conséquences. Mais il y a une autre conséquence très très importante. Donc, pendant le viol, on constate souvent que la victime n'arrive plus à se défendre. Elle est là, elle n'est même pas criée, elle est comme paralysée. Donc c'est un processus, donc une mécanique psychotique qui amène à cette paralysie-là. On l'appelle sidération et dissociation. Donc c'est une paralysie. Oui, parce que occasionnelle. Déjà, dans un cas de viol, la femme, il y a une partie du cerveau, donc l'amygdale, qui sécrète des hormones de stress très très nocifs pour l'organisme. Et donc il y a l'adrénaline et le cortisol. Et
Le cerveau, en fait, puisque c'est ça augmente le rythme cardiaque, la respiration et le flux sanguin. Et pour éviter comment dirais-je, il y a crise cardiaque, il y a le cerveau qui libère d'autres hormones qu'on appelle, en fait, deux spécifiquement, qui sont la kétamine et la morphine. Qui jouent quel rôle? Et, en fait, ça joue un rôle c'est pour éviter le survoltage donc, du cerveau. Ça amène à disjoncter en quelque sorte une partie du cerveau, à dissocier l'amygdale qui sécrète ces hormones-là pour que la sécrétion de ces stress soit stoppée. Et c'est en ce moment-là que la femme est sans mouvement, elle ne réagit pas. Oui. Et puis ça entraîne beaucoup de conséquences après sur la personne violée. Voilà, il y a les intervenants à travers le micro-trottoir qui sont revenus sur un certain nombre de conséquences. Mais très rapidement, pour terminer, Asio. C'est terminé. Ah, voilà. C'est vraiment terminé. On aura le temps de revenir sur la question. On aurait aimé aborder les moyens de prévention. Les conséquences sont très importantes. Moi, j'aurais aimé qu'on sépare